Il est maintenant temps d'accueillir notre prochaine invitée, Elena Fourès. Elle est executive coach internationale. Elle a 29 ans d'expérience sur 3 continents, dont 20 ans en Europe. Elle est donc multiculturelle. Elle est née en URSS et elle travaille en 5 langues. C'est une spécialiste reconnue du développement des dirigeants. Elle intervient dans des grands groupes et dans les universités corporate sur le sujet du leadership. Fondatrice et présidente de Idem per Idem, elle est aussi auteure de 7 livres et a tenu une rubrique hebdomadaire Chronique d'Elena Fourès dans Les Échos. Elle va nous parler de la posture de l'expert comptable en ce qui concerne les aspects immatériels de la transmission et de l'évolution de cette posture qui change en même temps qu'évolue le métier. Merci de l'applaudir bien fort. Eh bien, je suis ravie d'être devant vous. Vous m'entendrez avec mon petit accent russe. Je suis, comme vous savez maintenant, une Française d'adoption. Je vais vous parler de tout ce qui est transmission, mais de mon point de vue. Et je remercie mon prédécesseur qui m'a fait vraiment une merveilleuse illustration, en plus du plaisir que nous avons tous à l'écouter. Le monde change aujourd'hui. La posture de beaucoup de métiers change, la réglementation change. Hier, j'étais chez un client qui m'a parlé de comment épouser le métier et comment épouser le marché. C'est l'expression qu'elle a vraiment utilisée. Vous faites grandir vos clients. En tout cas, moi, j'ai un expert comptable, c'est le 4e en 25 ans d'exercice, qui, enfin, le 4e que j'adore, M. Pierre Ganassia, qui me fait grandir. Parce que c'est un partenaire qui pense, il ne me stresse pas avec les mails comme ça, même si j'en reçois aussi, mais il me fait grandir. Il pense de façon holistique à mon entreprise, qui est une petite entreprise familiale, le cabinet que j'ai fondé il y a 25 ans, et où certains membres de ma famille, mes enfants, sont associés. Et donc, ils pensent de façon holistique à la transmission, bien sûr, mais aussi à tous les aspects sociaux, juridiques, patrimoniaux, et même des fois culturels. Et au fait, il m'a transmis, et c'est le premier qui m'a transmis cette culture que je dirais une culture de chiffres. Moi, je suis une personne de lettres, je suis sémanticienne à l'origine, et je n'avais absolument pas cette culture de chiffres en ce qui concerne mon entreprise. Eh bien, il m'explique, il est très pédagogue, il m'éduque, il me fait grandir. Et je l'apprécie beaucoup parce que je trouve que même dans les sujets où je ne lui demande pas de m'aider, par exemple, j'avais un problème de licenciement dans mon entreprise, il a appris, il y a quelqu'un d'autre, un avocat qui s'en occupait, il m'a appelé pour m'alerter sur certains sujets. Donc, vous avez l'impression que quelqu'un veille sur vous, quelqu'un en qui vous avez confiance. Et il a créé, c'est la première année que je suis avec lui, hein. J'ai changé, je suis au 4e comptable en 25 ans. Eh bien, j'ai été très impressionnée par cette approche. Pourtant, c'est un homme qui est aussi dans une entreprise familiale. Sa fille travaille dans son cabinet comptable, qui est un cabinet comptable de taille moyenne. Et c'était intéressant pour moi parce que j'ai expérimenté d'abord un cabinet qui était racheté par un grand groupe et je l'ai utilisé beaucoup dans un autre sens indirect parce que le grand groupe était mon client. Donc j'avais des informations, que je pouvais croiser les informations sur ce que vraiment s'est passé dans ce grand groupe. Donc voilà mon expérience que je vous livre sur le métier d'expert comptable et depuis 1 an, je travaille pour l'ordre et notamment pour la section Les femmes experts comptables où j'ai fait des conférences sur l'évolution du métier comme d'autres métiers. Je vais donc vous parler de comment grandir et faire grandir ses clients. De mon point de vue, bien entendu, tant que j'accompagne les gens dans des grandes entreprises. C'est d'abord un changement identitaire. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué d'être, comment dirais-je, de capitaliser et de travailler sur le socle de l'expertise qu'à la seule idée qu'un robot
puisse faire la partie hardware, la partie dure de cette entreprise, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement choquant. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question identitaire. On se sent remis en question. On dit, ce n'est pas possible, à quoi je sers? Qu'est-ce que je vais devenir? Mais ce n'est pas seulement les experts comptables. Les médecins vont être en partie remplacés par des robots. C'est déjà le cas. Un robot opère 24 heures sur 24, ne se fatigue pas, il est extrêmement précis. Et pour certaines opérations, c'est possible, pour d'autres pas, mais ça va se développer. Donc, il y a beaucoup de métiers qui changent, mais c'est d'abord une question d'acceptation identitaire. On est tous résistants au changement depuis tous les temps. Toutes les générations se sont posées la question, est-ce que c'était bien mieux avant? Bien sûr que si. Ils se sont posé la question. Et toutes les générations qui iront après nous se poseront la même question. Maintenant, quand je parle d'identité, quand vous transmettez, vous êtes un métier de chiffres, bien entendu, mais vous allez aussi transmettre de plus en plus les éléments immatériels. L'image de marque, la marque. L'identité de l'entreprise, les valeurs, les traditions, les codes, tout ce qui est non écrit. Et pourtant, pour certaines grandes entreprises, on fait du mentoring, par exemple, pour que les anciens puissent transmettre certaines traditions, certaines cultures. Sinon, elles se perdent. Et ce capital immatériel est de plus en plus cerné par les chiffres. Vous savez très bien que dans les grandes entreprises, aux États-Unis ou ailleurs, le moindre rumeur peut provoquer une chute, et donc une chute très importante, d'1 milliard d'euros par exemple. Et ça se traduit dans les chiffres. La bourse fonctionne sur ce sujet. D'accord? Donc d'un côté, vous avez matériel, de l'autre côté, vous avez immatériel, et de plus en plus dans votre métier, je pense que vous allez jouer ce rôle de partenaire, enchanteur dans les meilleurs des cas, mais dans la majorité des cas et de façon presque obligatoire, le rassureur. Parce que les gens qui font opérationnellement les petites et les moins petites entreprises, très souvent, le côté légal, le côté financier, le côté tel qu'il est présenté dans toutes les réglementations et dans toutes les opérations que vous faites, c'est stressant, c'est angoissant. Des fois, on ne comprend pas, des fois, on n'a pas de culture, des fois, on l'a, mais c'est quand même sans angoisse, etc. Et la posture de l'expert comptable, quelquefois, se ressemble à celui de gendarme. D'accord? Et donc, forcément, en France, vous savez, ça dépend du pays. Aux États-Unis, on adore le policier. Le cop, c'est le héros. Ce n'est pas le cas en France. D'accord? Donc, du point de vue culturel aussi, l'approche est très différente. Moi, je voulais vous dire quelque chose de juste un petit exemple. Qu'est-ce que c'est le SILEX? On parle de leadership et on me dit, donnez-moi un exemple de comment il se comporte, le leader. Moi, je compare toujours au SILEX. Le SILEX impacte. Si je me réfère à mon expert comptable, chaque fois qu'il me dit quelque chose, c'est impactant. Ça fait sens, et je n'ai pas pensé à ça. C'est impactant, il impacte. Il tranche, il prend des décisions. Il est capable de trancher. Il est capable de m'aider aussi à trancher. Quelquefois, il me coach pour que je tranche correctement. Et surtout, il produit l'étincelle, il inflamme. Et donc, chaque fois qu'il me parle, je me sens confiante. Je sais que je peux dormir sur mes deux oreilles. Il a pensé à ça. On est nickel, on est bien, et je me sens bien. Et du coup, j'ai exactement le même phénomène que mon prédécesseur a expliqué, l'enchantement, c'est-à-dire j'ai envie de l'appeler quand je veux prendre conseil. J'ai entendu mon juriste, mon fiscaliste ou quelqu'un d'autre, et j'ai dit, je vais quand même l'appeler parce qu'elle a un cran intéressant. Il a toutes les qualités du SILEX, autrement dit, c'est un leader dans son domaine et c'est un partenaire fidèle. Et donc ce positionnement de conseil, de leader, de mentor, si vous préférez, hein, parce que le mentoring comporte le leadership de celui qui est sachant ou celui qui est plus sage, vers celui
qui apprend. Il me fait grandir et du coup, il fait grandir mon entreprise. Et donc, si je regarde sur les oppositions, enfin sur les objections que nous avons par rapport à ça, souvent, ce sont des virus mentaux. Vous savez ce que c'est un virus mental? C'est comme le virus d'informatique. Ça vous fait à terme collapse du système. Le virus mental le plus répandu en France, collectif, c'est qu'il est difficile de parler une langue étrangère. Je vous signale que nous dépensons 20 milliards d'euros par an sur l'apprentissage de l'anglais. Et que, toujours avec le même résultat, n'est-ce pas? Voilà, donc, et c'est extrêmement étonnant. J'ai travaillé dans les firmes anglo-saxonnes qui, normalement, étaient non seulement bilingues en France. J'ai travaillé avec eux et pour eux, et quelquefois chez leurs clients, comme Arthur Andersen. Je peux en parler puisqu'il a disparu. Eh bien, l'anglais était un problème. On commençait n'importe quelle réunion en anglais et 2 minutes plus tard, on switchait au français, y compris en présence des étrangers. Voilà, donc le virus mental, dans notre cas, c'est que, d'abord, le futur, il est inquiétant, n'est-ce pas, parce qu'on ne le connaît pas, c'est une incertitude. Et deuxièmement, quelque chose de très important, c'est pas valorisant pour moi d'abdiquer mon expertise technique. Or, je suis comme un arbre. À l'intérieur de moi, il y a ma personne. Ma personne permet, comment dirais-je, mon provenance socioculturelle, ma famille, mon éducation, mon milieu, etc. Ensuite, la personne grandit et commence à mettre comme un arbre. Le cœur de l'arbre, c'est la personne. Ensuite, vous avez des cercles de savoir technique, de l'expertise. Donc, c'est du hardware, comme dans l'ordinateur, hein? Hardware, ok? Et ce sont des cercles extrêmement bien construits, puisque vous avez passé des années à apprendre, à vous faire certifier, etc. Et ensuite, vous avez encore du semi-hardware, c'est du management. Si vous êtes manager, si vous avez une équipe, ce n'est pas vraiment du hard, ce n'est pas technique, mais c'est quand même semi-technique. Et après, vous avez l'écorce qui est visible. Et cette écorce, c'est votre leadership, c'est vos leadership skills. Il peut être très mince par rapport à cette partie de l'expertise du hardware, mais il doit grandir. Il ne peut pas ne pas grandir parce que l'arbre grandit et tout grandit. Vous avez des arbres magnifiques dont les circonférences font 3-4 mètres linéaires. Et là, il y a de tout. Et si vous imaginez comme ça, vous contenez tout. J'utilise aussi d'autres outils comme triangle identitaire, mais c'est un triangle, ça c'est un schéma, d'accord? Mais en général, on est comme un arbre, parce qu'on n'est pas séparé en trois. Ce qui est intéressant quand vous êtes avec votre client et vous transmettez la partie, y compris immatérielle, d'abord c'est votre personne qui construit la relation. Ensuite, vous mettez bien sûr votre force. C'est votre connaissance technique, votre connaissance de réglementation, votre maîtrise de tout ce matériel. Et enfin, vous avez une dose de leadership. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la visite médicale est obligatoire en France avant l'opération. Vous êtes patient. Vous venez voir votre chirurgien. Il peut vous recevoir dans 3 couches de l'arbre. Il peut vous recevoir comme une personne. Il va rigoler avec vous, vous offrir un verre, je ne sais pas moi, de jus d'orange, et vous dire que sa tante aussi, elle était opérée et que c'est horrible, ça s'est horriblement passé. Et vous sortez de cette réunion en disant, mais il est fou, c'est pas possible. Non, mais ça m'est arrivé, je suis allée voir un médecin parce que j'avais tellement pris l'avion cette année qu'avec la pressurisation, j'avais mal aux pieds. Je suis allée le voir et il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez, madame, à votre âge? Moi aussi, j'ai mal aux jambes. Je suis sortie, j'ai dit non, mais ce n'est pas une réponse, ce n'est pas possible. Je suis sortie hallucinée. Il m'a reçue en personne. Ensuite, le médecin peut vous recevoir avant l'autre opération comme un technicien, c'est-à-dire comme un expert. Parce que son objectif, après tout, c'est un objectif légal, c'est de vous informer de A à Z. Donc, il vous explique tout ce qu'il vous fait, en détail, hein, et toutes les conséquences, tous les risques.
tous les risques possibles et imaginables. Là, on passe à côté d'une artère ou je ne sais pas quoi, etc. Je vous garantis que vous ne venez pas à l'opération. Et ça, c'est un très bon exemple parce que je l'ai vécu plusieurs fois avec mes comptables successifs. Ils parlent, comme on dit, le langage d'oiseau. Je ne comprends pas un seul mot. Est-ce que vous pouvez me traduire? Excusez-moi, mais vous me parlez de acompte et S, maintenant je comprends, j'ai été acculturée. Mais avant, j'ai appris. Mais avant, je ne comprenais absolument rien, j'étais effrayée. Ils me regardent et ils recommencent exactement la même chose, des fois de façon plus succincte, mais après j'ai abdiqué. D'accord? Mais malheureusement, je ne pouvais pas ne pas venir à l'opération. Donc, une fois par an, je venais à l'opération et c'était extrêmement pénible. Bon, c'est contre-productif. Et l'expert, avec ce virus mental, comme quoi, expertise, c'est tout ce que j'ai, et l'expertise, c'est ma vraie valeur, il détruit la relation client, parce que d'abord, il humilie son client, il ne le fait pas grandir, et ensuite, il produit une irritation profonde parce qu'il va dans les détails. Or, les majorités des patrons sont câblés mentalement globaux. Ce qui est important, donc très peu de détails, et éventuellement les annexes données à côté. Et il peut le recevoir comme leader. Et leader doit rassurer. L'objectif n'est pas d'informer, l'objectif c'est faire venir à l'opération le patient. Et alors il lui dit, écoutez, l'équipe est bonne, on a fait 3000 opérations, vous avez un magnifique terrain, on a tout checké, pas d'allergie, etc. Venez demain à Jean, et une semaine plus tard, vous n'y penserez pas. Et la personne a confiance, il est enchanté. Il se dit, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui est bien et sympa, j'ai confiance en lui, je vais venir. Et effectivement, il y croit, il y va dans un état d'enthousiasme, et il n'a aucune complication après. J'ai rencontré un professeur Fonti, qui m'a dit, un jour, je devais être opérée, et il m'a dit, comment vous voyez votre opération? Sans me donner le temps de réfléchir. Et de façon naturelle, je lui ai dit, très bien. Il me dit, très bien, il n'y aura pas de complications. Je dis, docteur, expliquez-moi, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Je n'ai jamais vu ça en France, surtout, voilà, peut-être en Russie ou aux États-Unis, mais certainement pas en France. Ah, on est très rationnel. Et il m'a dit, mais il y a une représentation instantanée, inconsciente, des suites de l'opération. S'il y a des chances d'avoir une complication, pour une raison quelconque, la personne va hésiter et va dire oh, « je ne sais pas » ou quelque chose comme ça. Et c'est presque toujours corrélé juste, peut-être à 90%. Okay? Donc, si je vous parle de ce triangle, de ces 3 couches, c'est à vous après d'arbitrer et de doser et dire je vais mettre 15% avec ce client, 15% de ma personne, votre propre cocktail, 40% de mon expert, et le reste, je vais le mentorer, je vais le leader, il faut qu'il me suive, mes conseils, ma vision dans ce domaine, bien sûr en prenant en compte ses objectifs, sa politique, etc. Et ça vous donne non seulement une autre posture identitaire du métier, mais ça vous donne beaucoup de plaisir, je pense beaucoup plus de plaisir dans l'exercice de ce métier, et une certaine valorisation collective et individuelle de ce que vous faites. Parce qu'il y a aussi un aspect que je ne peux pas toujours, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a aussi une coaction, il y a aussi une triangularité entre le client, l'État et l'expert comptable qui va se développer différemment, qui va prendre une autre configuration sans doute dans le futur parce que le monde change. Et ce partenariat, cette coaction, c'est extrêmement intéressant. On a parlé du tabac aujourd'hui et souvent, à titre injuste, on accuse les Français de ne pas pouvoir changer. Je suis étrangère d'origine et j'ai été émerveillée comment les gens ont accepté la législation du tabac. Mais ça a été fait de façon anti-tabac, ça a été fait de façon extrêmement intéressante. Parce que d'abord, tout le monde disait « ça ne va jamais marcher ».
À l'époque, les gens étaient assis en dessous de la petite pancarte « Ne pas fumer » en fumant. Mais ce qui était intelligemment fait, c'est que d'abord on a mis l'information en donnant un moratoire d'1 an. On a dit voilà, dans 1 an, ça vous coûtera tant de fumer dans un café. Et ça coûtera aussi au café tant si les gens fument à l'intérieur. Et cette période d'1 an a permis aux gens de digérer ça. Et quelque part dans la conscience collective, ça s'est intégré et les gens ont accepté au niveau identitaire qu'effectivement on ne peut pas. Et je suis allée travailler en Suisse où on peut toujours fumer, mais dans un coin fumeur du café, avec des Français, 2 mois plus tard, après que cette législation est devenue effective. Et les Français fumeurs, en fumant à l'extérieur, me disaient « Non mais t'as vu, ils sont sauvages, ils fument dans le café, c'est pas possible. » Voilà. Donc, je crois profondément à la mutation, je pense que c'est extrêmement positif. Parce qu'on grandit collectivement, planétairement, ensemble. Moi, je suis très optimiste, peut-être, en tout cas dans le climat français, mais je suis absolument persuadée que la profession va grandir et elle va se valoriser. Parce que sans vous, vous êtes quand même le nerf de la guerre, et sans vous, ce ne sera pas possible. Mais on peut subir la profession, comme beaucoup aujourd'hui des gens subissent leur expert comptable, comme ils subissent un dentiste. Je travaille aussi pour l'organisation de dentistes, l'implantologie, implantologue en France, c'est les meilleurs dentistes. Et il me disait souvent, voilà, je ne suis pas un psychologue, et ça me choque de le devenir. Je suis un excellent technicien. Une fois, il y a 15 ans, on m'a dit ça dans une conférence. Madame, vous voulez que je sois psychologue, que je prenne en charge la peur de mon client. Il a dit même le patient. J'ai dit non, le patient en latin, ça veut dire qu'il est sur la civière. Tandis que le dentiste, il a les clients. Je compare 3 devis et après je choisis celui qui m'est plus sympathique. Puisque je suis, comme avec vous, incapable de juger de la technicité de la personne en face. Puisque je ne la partage pas, l'expertise. Comment je peux dire c'est un bon comptable, c'est un mauvais comptable? De la même façon que je ne peux pas dire pour un dentiste, je ne peux le dire que si je expérimente et qu'il fasse éventuellement dans ma bouche de catastrophe. Là, je pourrais dire c'est un mauvais dentiste. Donc, j'ai subi mes 3 experts comptables précédents, qui effectivement, je voyais 1 fois par an. Tandis qu'actuellement, je les vois pratiquement tous les 2 mois, et même 2 fois plus souvent. Ça dépend. Mais pas nécessairement à mon initiative, il est présent dans mon univers. Et cette présence est très rassurante, très agréable. Eh bien, il ne faut pas, je pense, qu'on ait une attitude passive en disant, voilà, on subit le monde qui change, mais il faut qu'on ait une attitude active. Et j'ai vu que l'ordre d'experts comptables a commencé à faire des choses intéressantes déjà. Depuis 2 ans, je suis aware, je suis sensible à ça parce que je reçois quelques informations. J'ai vu les choses au congrès dernier où je suis intervenue et qu'il y avait des intervenants extrêmement divers et il y avait une idée de l'ouverture qui était dans l'air. Et dans les régions où je suis allée faire les conférences aussi, j'ai vu une ouverture extraordinaire de femmes. Mais il y avait des hommes aussi invités à cette idée de changer collectivement pour valoriser la profession qui est indispensable et qui va prendre, je pense, encore beaucoup plus d'importance, et rassurer les clients et créer un partenariat durable, sympathique et enchanteur.